Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode consacré à Figma et au Dev Mode. Aujourd'hui, on va parler d'une feature qui est un vrai game changer, c'est bien sûr Code Connect. Et qui de mieux pour en parler que Laurent. Salut Laurent. Salut Romain. Écoutez, je suis très content aussi d'être là aujourd'hui pour cette deuxième partie de la vidéo sur le Dev Mode et puis de parler de Code Connect parce qu'effectivement, c'est une fonctionnalité qui a vraiment tout changé et qui va vraiment nous aider. Donc c'est très cool. Code Connect, c'est la nouvelle feature de Figma qui va nous permettre d'aligner encore plus le design et le développement, notamment pour les personnes en charge des librairies, puisqu'on va pouvoir décider de comment s'affiche le code d'un composant dans Figma, du point de vue du développeur et du consommateur. Nous, designers et développeurs, bien sûr, on utilise un peu tous notre jargon et Code Connect va permettre de réconcilier un petit peu ces deux mondes. Et oui, parce que des fois, il arrive qu'en design, on a un seul composant et en dev, on aimerait le splitter en plusieurs composants. Mais ça n'a pas forcément d'intérêt en design puisque visuellement, c'est le même. Mais en dev, des fois, fonctionnellement, c'est différent. Donc, par exemple, Code Connect, ça va vraiment nous aider à faire tout ce mapping entre ce qu'il y a dans le design et les différents composants qu'il y a côté dev. Pareil, tu parlais du jargon. Le jargon, effectivement, sur le naming, il peut arriver des fois qu'en design, on a l'habitude d'utiliser des noms d'attributs d'une certaine manière, mais que côté dev, par exemple, ces attributs sont déjà réservés. Alors, on va en choisir un autre, et puis de votre côté, ça va peut-être pas vous aller parce que c'est le nom d'une feature qu'il y a déjà sur Figma. Bref, on va voir ça tout à l'heure. Donc, on vous propose du coup d'être très pratique, comme la dernière fois, peu théorique. Le but, c'est de reprendre notre ancien exemple du bouton. On va muscler notre bouton, et on y va. Allez, c'est parti. Juste avant de passer à la pratique, parce que peut-être que ça fait un peu peur à certains designers, cet aspect Code Connect, je vais juste vous montrer qu'il n'y a absolument rien de bien compliqué. On va aller sur mon écran et on va partir de Simple Design System. C'est un fichier qui se trouve sur Community, fait par Jake, développeur advocate chez Figma, et Louis, qui est lui designer advocate. C'est un fichier qui est mis régulièrement à jour, que je vous invite à consulter. Et sur ce fichier, si on va voir, par exemple, on va retrouver ici ce qu'on appelle la page section. Et à droite, tout le code Code Connect. Et si on regarde, hop, ici, je peux aller voir mon bouton. Et si je clique sur mon bouton, je vais aussi aller retrouver son code. Donc, quand je vous dis que c'est de l'atomique, c'est vraiment cette façon d'imbriquer les éléments les uns dans les autres. Et encore une fois, de reprendre cette fameuse règle dont on vous avait parlé dans la première vidéo. Don't repeat yourself. Ne te répète pas. Faisons les choses une fois bien, et ensuite, le développeur pourra les intégrer. Donc c'est parti pour le design. Vous voyez que j'ai donc rajouté les icônes que Laurent a codées avec React. Elles sont dans mon bouton. J'ai fait les propriétés et les booléennes. Je vous remontrerai tout ça si besoin est, mais il n'y a rien de compliqué. Surtout, ce qu'il faut bien retenir, et c'est là où c'est chouette de bosser avec un dev qui vous fait penser à ce genre de choses, mes boutons s'appellent as start icon et end icon. Pourquoi est-ce qu'on va pas mettre gauche, droite, etc. Puisque, en fait, on va travailler avec du right to left ou left to right, comme nous, Européens. Mais bien sûr, suivant les pays, les cultures, le sens de lecture n'est pas forcément le même. Encore une fois, on va essayer d'être le plus agnostique possible, de pas s'enfermer dans des conventions pour que notre design puisse vivre dans le plus de contexte possible. C'est un point important et c'est surtout la base de travail avec Laurent. Il faut que tout soit nickel à ce niveau-là. Je vous laisserai, si vous le souhaitez, aller voir les variables, les primitives, les sémantiques pour voir comment est-ce que tout cela est fait. Avant de passer ce bouton à Laurent, je vais bien sûr aller chercher le mark as ready for dev. Des petites nouveautés qui sont sorties à la config. Vous avez maintenant des changements de statut. Si d'aventure je venais à modifier ce bouton, le statut passerait en jaune et donc toi, Laurent, tu serais notifié que des modifications ont été apportées depuis que tu as reçu la première notification. On a aussi tout l'aspect workflow assez intéressant. Si j'appuie sur Shift D, je vais pouvoir aller cliquer ici en haut à gauche et c'est comme en fait un feed qui nous permettra de suivre tout ce qui s'est passé autour de ce composant. C'est une feature que j'aime personnellement beaucoup et que je trouve très utile, notamment lorsqu'on travaille avec beaucoup de développeurs. Maintenant que je vous ai présenté tout ça, on va aller passer maintenant à la partie React, à la partie code. Comment est-ce qu'à partir de ce bouton, maintenant que j'ai bien dit à mon dev, et je pourrais d'ailleurs même passer les icônes si je le souhaite, hop, et aller chercher ici le ready for dev. J'en ai besoin, carrément. Voilà. Et donc à partir de là, maintenant, Laurent a tout ce qu'il faut pour travailler.
Ok, bah merci Romain. Bah, du coup, je vais aller dans la vue que tu m'as filée. Effectivement, là, si je me mets en Shift D, effectivement, c'est trop bien. Je peux avoir directement le Dev Mode et donc avec une Focus View, effectivement, qui me montre un petit peu sous forme de feed comment je peux voir directement les icônes ou le bouton qui a évolué. Effectivement, je pourrais après mettre que c'est fini, compléter du coup, et tu seras informé que tout est terminé, le end-off est terminé de A à Z. Donc, pour nos boutons qui ont des capacités d'icônes à l'intérieur d'eux-mêmes, en Start et en N, j'ai d'abord besoin d'intégrer les icônes. Et oui, parce qu'on l'a vu dans le fichier juste avant, on est vraiment sur de l'atomic design, de la composabilité. Il faut démarrer par les composants les plus petits avant de partir sur les composants les plus gros. Et ici, notre bouton intègre déjà des composants aussi qui sont des composants icônes. Donc, je dois d'abord commencer par connecter avec Code Connect les icônes. Alors pour cela, en fait, on y va, on va aller sur mon éditeur de code et je vais créer un fichier qui s'appelle icons.figma.tsx. Et en fait, dans ce fichier, je vais d'abord installer du coup Figma, Figma Code Connect, et pour cela, je fais npm install de Figma/Code Connect. Une fois installé, je l'ai donc dans mon fichier package.json en version ici 1.1.3, mais bien sûr ça évolue régulièrement, il y a beaucoup de mises à jour et comme tu le disais, React, et puis j'ai vu aussi maintenant un support de Svelte aussi, et puis il y a plein d'issues sur le repo qui est open source. Si vous souhaitez avoir une technologie en particulier, n'hésitez pas à aller voir dans les issues si elle n'existe pas déjà et ajouter un petit pouce. Voilà, je pense que l'équipe Figma fera le nécessaire de toute façon pour être de plus en plus compatible avec différentes technologies. Donc là, je suis dans mon fichier, j'ai importé ma dépendance Code Connect. Il y a une dev dependency. Ça veut dire que c'est vraiment une dépendance de dev qui me sert surtout à packager, à builder ma librairie. J'en ai pas besoin après dans l'output final. Donc une fois que j'ai ce paquet, ce qui est bien, c'est que je peux créer du coup à côté de mon composant icon en React, que du coup les différents composants que j'ai générés tout à l'heure avec SVGR, je peux directement créer un fichier qui s'appelle icons.figma.tsx. Donc ça, je le fais ici, je le mets dans mon dossier icons et du coup, j'importe tout d'abord Figma, qui est en fait une grosse fonction, une grosse variable JavaScript qui va me permettre de me fournir plein de fonctions différentes, et notamment la fonction qui s'appelle Connect. Voilà, elle porte bien son nom. Donc j'importe Figma, ensuite je vais importer tout d'abord un premier SVG. Parce qu'en fait, il faut le faire pour chaque icône, puisque chaque icône est un composant différent sur Figma. Donc il faut les connecter un par un. Je vais commencer par l'alarme. L'alarme, le premier dans l'ordre alphabétique dans ton fichier. Donc pour ça, je vais faire import svg alarm from /alarm, donc qui est ici, mon autre fichier. Une fois que j'ai importé mon vrai composant, là j'importe vraiment du code, je ne suis pas en train juste d'écrire du texte brut, c'est vraiment mon code qui est connecté. Je vais faire figma.connect du composant Figma SVG Alarm, virgule, et là je vais devoir mettre l'URL. Et pour avoir l'URL du composant dans Figma, je dois aller sur Figma, je dois faire clic droit, et ensuite je fais copy link to selection, copy paste as et copy link to selection. Une fois que j'ai ce lien, du coup j'ai le lien du composant dans Figma. Et donc je vais vraiment connecter la partie code et Figma. On voit que c'est un lien. Si je prends par exemple un autre icône, on voit que c'est sensiblement le même. Et en fait, pour ça, pour éviter d'avoir des liens à rallonge et de toujours remettre les mêmes à chaque fois, et que ça rende déjà illisible le code, je peux aller dans un fichier qui s'appelle figma.config.json, qui va me permettre de configurer en fait le Code Connect et du coup cet outil. Là, on le voit ici, il y a une première clé qui s'appelle Code Connect. Le parseur, j'ai appelé le parseur React, parce qu'en fait, c'est déjà disponible aussi en cross-platform. Donc, pour les développeurs natifs mobiles, c'est déjà disponible pour SwiftUI et Compose aussi, donc Android et les plateformes Apple. Ici, je vais lui mettre Include. Je vais lui dire à mon Code Connect, quand je vais lancer la commande tout à l'heure, je vais lui dire sur quel dossier tu te concentres, en fait. Et là, il attend ce qu'on appelle une expression régulière. Donc, avec les 2 étoiles, ça veut dire que tout ce qu'il y a dans le dossier SRC, tu pourras le scanner. Et après, j'ai une autre clé qui s'appelle Exclude. Et Exclude, c'est l'inverse, du coup, c'est vraiment qu'est-ce que j'exclus. Et là, j'ai envie d'exclure tous mes node modules. Donc, node modules, c'est tout à l'heure, quand j'ai fait npm install, je me suis retrouvé avec une dépendance qui, elle, a plein de sous-dépendances. Et tout ça est stocké dans un dossier qui s'appelle node modules. Et bien, ce dossier, j'ai envie de l'ignorer parce que, imaginons, il a des codes connect aussi, il va du coup scanner ceux-là et c'est pas les miens. Donc, du coup, je veux l'ignorer. Le dist et tout ce qui concerne Storybook qu'on a vu dans la précédente vidéo, tout ce qui est généré avec Storybook, je veux pas qu'il le scanne, sait-on jamais.
Et donc revenons un petit peu à ce que je disais juste avant. Le lien à rallonge, en fait, finalement, il y a une partie dans le lien qui est toujours le même. C'est cette partie figma.com/design/l'id de notre fichier. Eh bien, cette chaîne de caractères, je peux décider de la stocker dans une sorte de variable, en fait, qu'ici je vais appeler Figma Icon Base. Et donc là, on voit ici que dans mon figma.connect SVG alarm, et au deuxième paramètre, je vais filer du coup l'URL. En fait, au lieu de reprendre la partie qui était longue, je la transforme du coup par ce que j'ai créé comme variable tout à l'heure, Figma Icon Base, suivi après, du coup, de Node ID. Et ça, c'est cette partie-là qui va être dynamique, parce que si je vous ai montré tout à l'heure avec l'autre lien, c'est un autre ID. C'est pour ça que en fait, c'est comme un ID en CSS, quoi. C'est juste la box, la border de l'icône qui a un node spécifique et qui va permettre ensuite à Code Connect d'aller trouver le bon élément. Donc voilà, comme l'a dit Laurent, c'est juste des variables d'environnement qui sont concaténées et ensuite, on va juste aller écrire la suite de l'URL pour aller chercher le bon élément. Exactement. Donc ça, c'est mes deux premiers paramètres. Okay. Le composant côté code, l'URL côté Figma, parce que c'est les deux qu'on va connecter ensemble. Il m'en faut un troisième. Le troisième, ça va être un objet qui va pouvoir avoir beaucoup plus d'éléments, donc beaucoup de clés. Il y en a une qui s'appelle Example. Example, c'est exactement le moment où on va décider ce qui s'affiche dans le panel d'inspection. Je peux vraiment décider dans quel ordre j'ai envie de montrer les propriétés. Je peux décider que si vous avez une propriété qui s'appelle State, avec default, over, active. Nous, c'est gérant CSS, on n'a pas de propriété. Donc, je peux décider de l'ignorer. Vraiment, c'est là que je vais faire tout ce mapping. Ici, sur l'icône, c'est simple, il n'a aucune variante. C'est juste des icônes en dur et c'est tout. Ça fonctionne comme ça. Donc là, l'exemple, il va être très simple. Je vais faire la fonction React qui dit que ça retourne un SVG alarme. Ou dans le cadre de mon alarme, c'est ça le code en React pour info. Et après, la deuxième clé, c'est import. Et import, en fait, ça va nous permettre de dire à Figma qu'est-ce qui doit s'afficher quand on a en haut du fichier la ligne import. Parce qu'en fait, Figma, par défaut, il va nous générer quelque chose qui n'est pas vraiment forcément le vrai nom de notre package sur NPM. On a généralement ce qu'on appelle un scope qui est du coup un petit peu comme une organisation avec un arrobase, le nom de notre entreprise ou autre, qui va pouvoir avoir plein de paquets. Donc là, j'ai mis arrobase mylib. Et après, slash, c'est le nom du paquet. Et là, du coup, j'ai mis mylib React. Et donc là, j'ai vraiment décidé que quand tu importes l'alarme, je veux que tu affiches dans la première ligne import svg alarm from mylib/react. Et voilà. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer une commande npx figma connect. Donc npx, la petite différence avec npm, c'est que le x veut dire exécution en fait d'un script. Et en fait, on va exécuter directement le script de manière distante en utilisant la librairie Figma, qui est ce qu'on appelle un CLI. Donc du coup, c'est une interface de ligne de commande en fait où on va pouvoir directement déclencher des scripts. NPX, ensuite Figma, ensuite Connect, et après, on va utiliser Publish. Parce qu'après, il y a aussi Unpublish. Si on le souhaite, on peut Unpublish. Donc là, j'aimerais publier. Je publie. Après, je fais --token. Donc, quand on a un --, généralement, c'est une option. En fait, là, il y a besoin de savoir mon token. Et alors, effectivement, si vous voulez publier, vous allez devoir récupérer un token. Et pour cela, en fait, il suffit d'aller dans vos settings Figma, ici, sur votre utilisateur au sein de votre entreprise, qui a bien la licence DevMod. Et ici, vous allez directement dans la partie Personal Access Token. C'est un petit peu pour récupérer un mot de passe, si tu veux. On va dire ça, voilà, les pour simplifier pour les designers, un token, c'est une clé unique qui n'est visible qu'une fois. Donc, attention à bien la copier-coller. Ouais. Bien sûr, on vous exposera pas nos clés à nous, mais c'est obligatoire, en fait, pour vous authentifier vis-à-vis, en fait, de Figma et des serveurs pour simplifier lorsque vous allez effectuer la requête dans le terminal. Voilà, c'est ça. Et donc là, on va générer un nouvel access token pour nous. L'expiration, vous mettez ce que vous voulez. Il n'est pas conseillé de mettre aucune expiration parce que si votre token est ce qu'on appelle leaké, du coup, il tombe dans une base de données quelque part sur le dark web ou je sais pas. Du coup, si vous n'avez pas mis d'expiration, il va pouvoir être utilisé pendant des années et des années. Donc, c'est souvent une recommandation, en tout cas, de mettre de l'expiration. Par contre, ça va vous demander d'en générer à chaque fois que ça aura expiré. Mais en tout cas, je vous conseille de mettre une date d'expiration. Donc, ici, il propose 30 jours par défaut.
Et après, vous devez choisir des scopes, c'est-à-dire les autorisations que vous allez vouloir pour ce token. Ça, c'est pas mal parce que ça peut éviter, notamment si un jour on se fait prendre notre token, potentiellement de pas avoir accès à tout ce qu'on pourrait faire à notre place. Donc là, on va vraiment dire pour tout ce qui est fichier, vous pouvez le mettre en read-only. Donc ça veut dire que ce mot de passe-là pourra vraiment juste lire des fichiers Figma. Il pourra pas écrire des fichiers Figma. Donc je pourrais pas changer ton design ou un hacker pourra pas le changer directement. Ouais. Et après, il faut aussi mettre code connect dans le scope, forcément. Voilà, donc le scoping, c'est un mot qui vous parle, puisqu'on a la même chose sur les variables, comme quoi vous voyez que le vocabulaire se retrouve, mais très important de bien scoper son token pour les raisons de sécurité. Donc, suivez bien les recommandations de Laurent. Et maintenant qu'on a cette clé API, ce token, on peut publier. Ouais, alors on y va. Tac, token. Et là, on voit du coup, ça tourne, ça mouline. Et là, si on va dans Figma et qu'on retourne, du coup, on va aller chercher l'alarme parce que si je vais chercher voir ce bout de code, ça va pas marcher sinon. Donc là, on ouvre bien sûr le dev mode. Et si on se met sur l'alarme, on voit exactement ce que j'ai mis. Import SVG alarm from mylib react. Et ce que j'ai mis dans l'exemple, on retrouve pas la fonction. En plus, on retrouve vraiment ce que j'ai retourné dans la fonction SVG alarm avec le petit slash. Voilà, tout ça. Et je vois la même chose sur mon écran, bien sûr. Donc tout ça est synchronisé, évidemment. C'est écrit connecté. Que chez Laurent, c'est bien marqué connecté. Et un petit lien vers GitHub pour info. Ici, c'est connecté. Et en plus, comme c'est sur GitHub, directement, en fait, un développeur, par curiosité, s'il veut savoir comment est fait le composant, il peut directement cliquer, il tombe directement sur le code du composant. Et ça, c'est vraiment super pratique aussi pour comprendre aussi la machinerie interne de ce qu'on a développé. Voilà, on est connecté pour un icon. Maintenant, il faut tous les faire. Là, ça va, t'en as fait 12, donc je pourrais le faire à la main. Le problème, c'est que les entreprises en ont souvent 250, 400 ou 800 ou je sais pas. Le faire à la main, c'est très long. Et pour ça, en fait, il y a plusieurs méthodes. Si on regarde SDS, donc le repo open source, on voit qu'ils ont utilisé, en fait, ils ont un dossier qui s'appelle script et ils nous donnent plusieurs scripts différents pour pouvoir directement s'inspirer. Donc, eux aussi, dans SDS, Simple Design System, ils avaient plein d'icônes et ils se sont pas dit on va le faire à la main. Ils l'ont fait peut-être une fois à la main et après, l'idée, en fait, on retrouve toujours ce qu'on appelle un pattern. Donc, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui est toujours régulier et qui se ressemble. En fait, ça commence toujours par SVG. Après, c'est le nom du composant dans Figma. Ouais. Et après, les nœuds, les ID, en fait, si je veux les avoir, il y a plusieurs méthodes. La première, ça va être de passer par l'API Figma. L'API Figma, on va faire du coup des appels HTTP. On pourrait scanner notre fichier, récupérer la frame icon et après boucler sur tous les composants, récupérer leur ID et finalement générer ce fichier avec tous les icônes. Et après qu'il y en ait 800 ou 3000, ça sera quelques secondes. La deuxième, c'est un plugin. Un plugin, c'est à peu près les mêmes capacités d'API. Au lieu de passer par un appel HTTP, du coup distant, on va directement être dans l'interface Figma et on va pouvoir lancer un plugin. Et depuis ce plugin, on va pouvoir soit dans l'interface mettre un champ qui génère du coup tout le fichier, ou alors on peut aussi directement dans la console, donc pour développeurs, afficher le code du fichier. Et c'est la solution que j'ai choisie de mon côté. J'ai développé juste un petit plugin qui me permet de faire ça. Donc je vais vous le montrer. Donc, un plugin Figma, c'est assez simple. Quand on va dans Figma, ici, on va dans Plugin. Dans Développement, je peux faire du coup New Plugin. Quand je vais faire New Plugin, on va me demander un nom pour mon plugin. Voilà, je mets un nom, donc ça va être Icon Generator. Et donc, je vais dire qu'il est valable que pour les fichiers Figma, parce que je n'ai pas besoin d'avoir ça dans FigJam. Et ensuite, quand je vais faire suivant, je ne vais pas dire que c'est un plugin qui se lance une seule fois et après il n'a pas de UI. J'aimerais bien avoir une UI justement pour pouvoir avoir le code qui s'affiche directement et après pouvoir le copier-coller directement dans mon éditeur. Donc je vais faire Custom UI. Après je sauvegarde, je le place dans mon ordinateur à un endroit. Et après ce code-là, du coup, qui a été généré, je vais directement l'ouvrir avec mon éditeur VS Code, celui qu'on a vu dans la première partie. Au début, il me génère plusieurs choses. Un fichier manifeste qui est simplement la carte d'identité du plugin avec un nom, un ID qui a été généré qu'il ne faut pas changer. L'API qui veut dire quelle API de Figma on utilise pour ce plugin. Un fichier main qui est c'est quel fichier qu'il va devoir lancer en premier. Enable Propose API, ça c'est pour d'autres API si on en veut d'autres, celles qui sont en test par exemple, de les utiliser. Il se met à false, donc à faux par défaut. Il n'y a pas de souci, on laisse comme ça. Et pour le reste, on laisse vraiment comme ça. La UI.html, c'est pour dire où est mon fichier HTML, donc un peu le front du plugin.
Et Network Access, est-ce que j'ai besoin d'avoir des accès au réseau? Et si oui, je dois mettre les URL, donc google.com ou autre, figma.com. Là, non. Pour le coup, j'ai pas besoin d'accéder à des sites. Je reste en local, en fait, pour faire ce que j'ai envie de faire. Donc, ça, c'est bon. Et puis après, je vais aller dans code.ts. Donc, TS, c'est TypeScript. Ça nous permet d'avoir du code typé. Du coup, c'est du JavaScript avec du typage statique. Et du coup, je vais commencer mon plugin par Show UI. Donc, ça, c'est tout simplement quand je mets cette partie-là, ça va afficher du coup la UI. Après, je la resize, donc je mets 400 pixels et 600 pixels. Après, je me crée une constante, icon préfixe. Donc, comme je disais tout à l'heure, SVG. J'ai envie d'avoir SVG en préfixe, du coup, mais j'ai mis ça parce que du coup, comme j'ai open sourcé ça, si jamais quelqu'un est intéressé à un autre préfixe, vous pouvez juste changer ça et ça va marcher chez vous, si vous respectez bien du coup le nom de la frame qui s'appelle icon. Je vous montrerai tout à l'heure. Et après, j'ai une fonction main tout en bas ici, qui, on y va, on va passer le code ensemble et vous allez voir, il n'y a rien de très compliqué à comprendre, ça se lit normalement naturellement. Donc, donc la fonction main, c'est ma fonction qui va se déclencher de manière principale au début, on le voit ici à la fin. Premièrement, dans la constante, je vais récupérer la frame. Donc, tu as une frame qui s'appelle icons. Moi, du coup, je vais faire figma.currentPage, donc la page courante, parce que dans mon plugin, je serai dans la bonne page quand je vais le lancer. Find one, donc j'aimerais trouver un seul truc. Et là, je vais chercher le nœud dont le name est icons et dont le type est frame. Alors, tous les types sont disponibles sur la doc, etc. Mais ici, je veux une frame qui a le nom icon. Une fois que je l'ai, je la stocke dans cette variable. Si je l'ai, et si c'est bien le type frame, je vais traverser et générer le code. Et après, on verra cette fonction-là. J'ai appelé une fonction que j'ai créée. J'ai vraiment découpé comme ça. Sinon, je mets une erreur et je ferme le plugin. Tout simplement. Ça, c'est le premier code. Ça se passe comme ça. Donc, on va aller voir traverse et generate code. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend une frame, celle que je lui ai passée. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait, cette traverse and generate code? Tout d'abord, je vais récupérer mes composants icônes. Donc ça y est, je suis dans la frame, j'ai des composants, j'en ai 12. Donc lui, je lui dis frame.children, je vais chercher les enfants de la frame. Donc tous les nœuds enfants. Je vais les filtrer, j'aimerais que les composants. Parce que si tu m'avais mis un texte, si tu m'avais mis d'autres choses, au moins je les ai pas. Voilà, là je vais me retrouver du coup avec un tableau. Un tableau, c'est avec des crochets en JavaScript ou en TypeScript. Et c'est un tableau de composants ici. Ensuite, je vais me créer deux petits tableaux. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu, dans le code connect, il y a les imports et les connect. J'ai pas envie de faire import, connect, import, connect, import, connect. J'ai envie d'avoir tous les imports en haut, tous les connect en bas. Donc pour ça, je vais faire deux tableaux, du coup, à gérer. Le tableau des imports, le tableau des connect. C'est un tableau de string. Ça veut dire que c'est un tableau de chaîne de caractères. Parce qu'en fait, à la fin, je veux générer quoi? Je veux juste générer du texte. Ce fichier que j'ai fait à la main et que je dois faire peut-être pour 200 icônes, j'aimerais en fait qu'il soit fait automatiquement par un plugin. Donc là, du coup, je veux juste générer du texte. Je mets un tout petit texte en premier dans le premier tableau d'import, je l'importe de Figma. Parce qu'en fait, celui-là, il va pas, lui, il a rien à voir avec les patterns. Lui, on l'apporte qu'une seule fois. Donc lui, je le mets tout de suite dès le début. C'est celui que je veux retrouver tout en haut à la fin. Dans Connect, je mets rien, par contre. Et après, du coup, pour tous les composants, donc icon components.forEach, pour chaque composant de type component node, ce qui va me permettre après d'avoir de l'autocomplétion dans VS Code et avoir directement les bonnes choses. Je vais récupérer leur nom, je vais récupérer leur ID, et ensuite, dans mes petits tableaux, je vais générer l'import et je vais générer le connect. Et ça, c'est deux autres fonctions que j'ai fait pour vraiment séparer. Une fois que j'aurai tout parcouru et que j'aurai mes petits tableaux remplis, mon output, ça va être quoi? Ça va être finalement tout mon tableau de string. Je vais les rejoindre, je vais utiliser la méthode join par ce qu'on appelle un /n. Et ça, c'est un Unicode invisible. Quand vous appuyez sur Entrée dans un fichier, il y a un /n qui se met en fait, mais personne ne le voit. Là, c'est comme ça que je vais faire avec mon tableau d'import. Je vais tout rejoindre mes différentes strings et je vais les rejoindre avec un /n, ce qui fait que ça va se mettre bien l'un en dessous de l'autre. Ensuite, j'en fais deux, je passe deux lignes pour avoir vraiment laissé une séparation entre les imports et les connects. Et là, je fais pareil avec les connects. Et à la fin, du coup, ça va me donner cet output. Juste pour votre information, dans Generate Import et Generate Figma Connect, c'est deux autres fonctions. Pour les imports, en fait, ça retourne juste import préfixe le nom from / le nom. C'était par exemple avec l'alarme, c'était import svg alarme, donc mon préfixe alarme, from / alarme. Voilà.
Et ça va me le générer 12 fois dans l'exemple. Et pour le generate connect, c'est là où je vais faire return figma.connect. Ensuite, je vais venir injecter mon préfixe, mon nom. Là, je vais faire la fameuse virgule, l'URL, le fameux ID. Je remplace le 2 points par un tiret parce que 2 points, c'est ce que me donne Figma, mais une URL attend un tiret. Tout simplement, je remplace. Et après, je génère l'exemple avec le préfixe, le nom, le fameux / chevron, et l'import avec le préfixe, etc. Et en fait, une fois que je lance ça, du coup, si je lance mon plugin, ça va directement fonctionner. Là, je peux du coup copy to clipboard, je retourne sur mon fichier, je colle, et voilà, on retrouve les 12 composants générés. Incroyable. Donc incroyable peut-être pas, je pense pour les développeurs c'est assez simple, mais voilà, en tout cas, ce qui est bien avec Figma, c'est vraiment, je l'avais dit la dernière fois, c'est une plateforme qu'on peut étendre facilement avec des langages qu'on a l'habitude d'utiliser, le TypeScript, le JavaScript en tant que développeur. Et donc ça y est, on a connecté tous nos icons grâce à un plugin, c'est top. Et maintenant qu'on a les icons, ça y est, on peut du coup monter au composant un petit cran au-dessus, qui est le button, qui lui utilise du coup un start icon et un end icon. Tu l'as fait dans Figma grâce aux propriétés booléennes et le swap instance. Et maintenant, à moi de le faire du coup côté code. Merci pour le Ready for Dev. Du coup, je retourne dans Figma, je me mets Command Shift D en Dev Mode. Et là, du coup, je bénéficie effectivement, comme tu l'as montré, pour le workflow, une vue un petit peu comme un feed, comme dans les réseaux sociaux, où je peux vraiment directement me concentrer et ça m'emmène directement au bon endroit sans me polluer l'interface avec différents éléments. Donc ça s'appelle la Focus View. Et donc là, ici, quand je vais dans le bouton, donc effectivement, comme dans la première vidéo, je regarde le playground, je vois effectivement que tu as fait une propriété booléenne et après tu affiches l'icône, OK, start et end. Ok, parfait. Donc moi, ce que je comprends, en fait, c'est que de ton côté, tu as une manière de faire avec un booléen, puis après l'icône, ce qui permet du coup de pas avoir un picker directement. Sache que moi, côté dev, j'ai pas besoin de mettre les deux. En fait, nous, côté dev, on peut très bien dire que si je mets pas un start icon, alors c'est qu'il y en a pas, en fait. Et donc, j'ai pas besoin d'avoir un as start icon, ça va doubler les choses. Et nous, on peut pas faire apparaître une prop si jamais il y en a une qui est à false et tout. Donc, moi, c'est pas grave, je vais l'ignorer celle-ci et tu vas voir comment je vais faire en React. Donc, en React, je reprends mon code du bouton. Comme je vous ai montré tout à l'heure, j'ai mis à jour les styles du bouton. Donc ça, c'est bon, on parle plus de style, on va directement aller dans le code. Donc, je vais dans mon fichier srccomponents.button.tsx. Donc, c'est du TypeScript TSX, donc qui peut aussi mélanger du markup HTML à l'intérieur de ce fichier comme on avait avant. Et là, je vais rajouter tout simplement 2 propriétés qui sont du coup, moi je vais appeler ça start icon, voilà. Hop, je vais mettre en commentaire button start icon. Et puis je vais ajouter aussi end icon avec un petit point d'interrogation qui veut dire que c'est optionnel. Ça, on n'est pas obligé de l'ajouter. C'est un peu l'équivalent de ton booléen. C'est-à-dire que moi, si tu me le donnes pas, du coup, c'est qu'il n'y en a pas. Et ça, c'est des nœuds React. En fait, je vais passer directement le composant imbriqué dans la propriété. En fait, c'est comme ça que j'ai décidé de l'implémenter. Par défaut, du coup, je vais faire un peu comme tu as fait. Tu as mis par défaut shopping bag et euro right. Donc, du coup, je vais le mettre directement comme ça. Et c'est tout simplement. En React, c'est comme ça. Donc, maintenant, c'est bon. Mon bouton a le bon code. Maintenant, on n'a pas encore code connect. On n'a que code connect pour les icônes. Donc, ça y est, il faut que j'ajoute le code connect pour le button. Comment on va faire ? C'est la même chose. On avait un icons.figma.tsx. J'avais mis un S à la fin parce qu'il y en a plusieurs dans ce fichier. C'est à peu près la convention qu'on pourrait avoir parce que même dans Simple Design System, il me semble que c'est pareil. Ils ont mis aussi au pluriel puisqu'il y en a plusieurs. Là, le button, j'en ai qu'un. Donc, je vais mettre button.figma.tsx. Donc, je vais créer ce fichier-là. Et là, on y va. On va faire pareil. On va directement le créer et on y va ensemble. Donc, première chose, on va importer Figma de Figma Connect, comme on avait fait tout à l'heure. Ensuite, j'importe mon vrai bouton en React. Une fois le bouton importé, je vais appeler la fonction Connect, comme tout à l'heure, avec mon bouton en React, et puis je vais retourner dans Figma, je vais faire un clic droit, copy, paste as, copy, link to selection, ça me donne l'URL. Là, comme on s'était dit tout à l'heure, j'ai un fichier de config pour les URL, ce qui m'évite de les avoir et du coup d'avoir des lignes interminables de code qui fait que j'arrive même pas à voir et je dois toujours scroller horizontalement. Donc je retourne dans ma config
et je vais directement pouvoir changer ça directement dans ma configuration. Voilà, donc je l'appelle Figma _components _button. J'essaie d'avoir une convention Figma, la catégorie, et puis pour les icônes, j'avais la base parce que c'était une URL qui n'était pas complète, tu vois. Et là, du coup, le button, c'est vraiment celui-là, donc je lui ai embarqué aussi le node ID avec, parce que je tombe vraiment sur le bouton. Désormais, du coup, je peux le réutiliser dans mon fichier figma.tsx. Et ensuite, je passe une ligne, et là, je vais filer, du coup, ce fameux objet qui, tout à l'heure, avait juste un exemple et les imports. Là, je vais lui ajouter une nouvelle propriété qui s'appelle props, parce que là, on est sur un composant, pour le coup, qui a des variantes, en fait, en Figma. Donc, props, c'est parti. Et cet objet, à quoi il sert? Il sert à faire la connexion entre le design et le dev. Donc, la première props chez moi, en React, elle s'appelle variante. C'est le fameux type que généralement côté design on appelle comme ça, et ben de mon côté je l'ai appelé variante parce que le type sur un button en HTML c'est un mot réservé. Et donc comment je vais faire pour faire ce mapping? En fait, j'écris variante, je fais 2 points et je vais remplir ma variante de mon bouton en React avec ce que j'ai envie d'aller chercher dans Figma. Et pour aller chercher le type, c'est une énumération. Donc je vais faire figma.enum. Je vais mettre entre parenthèses type avec la majuscule parce que c'est vraiment comme ça le jargon côté. C'est généralement une habitude côté design de mettre en majuscule le nom des variantes, alors que nous, non, c'est en minuscule. Donc là, je vais mettre type. Et après, je vais faire le mapping. Je vais dire que si le type chez vous s'appelle primary avec un P majuscule, chez moi, il va être avec un P minuscule. Pareil pour secondary. Ensuite, je fais la même chose pour la taille du bouton, donc size. C'est aussi une énumération avec différentes propriétés possibles dans un select. LG, chez nous, ça s'appelle aussi LG, et SM, ça s'appelle aussi SM. J'aurais pu aussi raccourcir, du coup, puisque c'est exactement pareil en JavaScript. Si on enlève ici les 2 points et le LG, si ça a le même nom, on peut raccourcir. En fait, c'est une feature de JavaScript. Et enfin, mes start icon and icon. Alors là, c'est un petit peu particulier. Il y a un booléen, et si le booléen est à true, alors on donne un instant speaker pour choisir l'icône. Donc, on peut manipuler ça en code connect de cette manière-là. Donc, j'écris start icon, 2 points, Figma, toujours, comme avec Figma enum, sauf qu'au lieu d'aller chercher dans une énumération, là, je suis sur un booléen, donc je vais faire boolean. Je vais récupérer le as start icon que tu as mis. Une fois que j'ai fait ça, je fais virgule, et là, l'objet qu'attend booléen pour pouvoir aller chercher celle du dessous, c'est un objet à 2 propriétés, true et false. Dans le cas de true, je vais du coup obtenir une instance. Et pour aller récupérer cette instance, elle va devenir visible désormais et elle s'appelle start icon avec la petite flèche pour montrer que c'était nested, donc c'était imbriqué. En fait, ça s'affiche que si le booléen est à true. Et du coup, on est ici start icon. Ça va me permettre de la récupérer. Et là, c'est là où il y aura tout à l'heure la magie. Tu pourras nous le présenter, je te laisserai le faire. Il va y avoir une petite magie, c'est qu'effectivement, un composant imbriqué, si lui aussi, il a son code connect, alors automatiquement, il va avoir de l'intelligence qui fait que le code connect du bouton va réutiliser celui de l'icône et ils vont s'imbriquer ensemble pour mettre un code cohérent, et même les imports vont pouvoir eux aussi s'afficher tous les deux, les imports l'un dans l'autre. Donc on va voir ça après, c'est toi qui pourras me le présenter. Donc là, bon, start icon, alors pour end icon, c'est facile, je copie, je colle, je remplace start par end. Et voilà. Et après, le children, en React, c'est une propriété qui permet de récupérer un peu comme un slot, qui récupère en fait tout ce qu'on va lui donner à l'intérieur. Donc par exemple, si j'écris button en React et que je mets quelque chose à l'intérieur du bouton, la propriété en React s'appelle children. Donc c'est les enfants de mon nœud. En fait, donc ça, je les récupère. Et de ton côté, j'ai vu que tu as appelé ça text value. Bah, du coup, c'est ce qu'on va mettre dans le texte du bouton. Donc figma.string text value. Donc là, c'est bon. On a fait le premier objet qui s'appelle l'objet props, qui attendait ce fameux mapping. Et là, on va refaire les deux avec lesquels on est déjà familier juste avant, example et import. Example, pour rappel, c'est ce qu'on décide d'afficher dans le panneau d'inspection. Parce que maintenant que j'ai mon mapping, je vais pouvoir travailler avec pour afficher ce que j'ai envie, pour mon bouton et pour les développeurs qui vont consommer notre librairie. Et puis après, le panneau import, qui lui va pouvoir décider comment j'importe mon bouton. En fait. Et ça va être très similaire à ce qu'il y avait avant avec l'icon. Alors, example, petite subtilité. Je pourrais retourner simplement un button tout simplement comme j'ai fait avec l'icon. Le problème, c'est que du coup, si je fais ça,
Ben, peu importe les propriétés que tu vas setter et les instances que tu vas donner dans tes maquettes qui utilisent ce bouton, au final, les développeurs vont voir que button. Ils vont devoir refaire eux-mêmes le mapping dans la tête. Ok, donc eux, c'est variante, eux, c'est type. Donc côté dev, c'est variante. Ok, minuscule, majuscule. Oh là là là. C'est ce qu'on faisait avant en fait. Et là, je vais pouvoir du coup, aller vraiment de manière dynamique, récupérer donc, ce que j'ai fait juste au-dessus et le passer directement dans mon composant pour que le développeur ait déjà tout préchargé et qu'il n'y ait plus qu'à copier-coller. Donc, ce qui est top, c'est qu'on peut ne pas du tout adopter toujours les mêmes conventions, on tombera toujours sur nos pattes. Ouais. Si toi, tu es capable justement d'aller chercher les correspondances à chaque fois entre le Figma et le Code Connect. Exactement. Et donc, comment je vais faire? Donc là, toutes mes propriétés du dessus, variante, size, start icon, end icon en camel case, plus le children, finalement, je les repasse du coup ici de manière déstructurée dans mes props de mon composant, dans la fonction. Tout à l'heure, la fonction elle était vide, il n'y avait que 2 parenthèses. Là, je mets un objet et je viens chercher directement ce que j'ai envie de reprendre et ce que j'ai mappé juste au-dessus. Et après, je retourne quoi? Je retourne pas du coup le bouton tout seul. Je viens faire mon petit mapping comme il faut. Donc, variante, size, start icon, end icon. J'aurais pu aussi appeler juste tout simplement props et ici faire 3 petits points props pour les spreader. Donc, du coup, faire le passe-plat finalement, puisque c'est exactement le même nom à chaque fois. Size égale size, etc. On peut avoir ce raccourci. Là, je l'ai vraiment explicité pour que vous voyez bien. Et ici, c'est vraiment moi qui décide de l'ordre. Donc, c'est ça qui est bien aussi, c'est que le composant React, il accepte ça. Mais j'aurais très bien pu décider de mettre les icônes en premier et les variantes après. On est vraiment maîtrisant aussi sur l'ordre. Et je trouve que le meilleur ordre le plus logique, et c'est celui que tu as pris aussi, c'est d'avoir d'abord la variante du bouton, après sa taille, et après start icon, end icon, puisque c'est optionnel en fait. Et enfin le children qu'on retrouve ici. Et puis enfin, je termine par l'import, imports, le tableau, import, accolade, button, from, mylib, react. Maintenant, il nous reste plus quoi? Publier, et on relance exactement la même commande. En fait, npx, Figma, connect, publish, et le token. Rassurez-vous, le token, il sera directement révoqué après le montage, donc il ne marche pas, vous pouvez essayer. Et donc voilà, on publie, et en fait, là, Figma est en train de mouliner, et toi, tu vas le voir apparaître en live, tu n'as même pas besoin de refresh. Non. Ça y est, tu le vois. Eh ben oui, il est apparu. Donc, on se retrouve maintenant sur mon écran. On retrouve le set de boutons. Je vais aller passer en Dev Mode avec Shift D et on va s'intéresser plus particulièrement au Playground. Le Playground, c'est cette super feature ici qui va nous permettre de voir et de tester le bouton. Vous voyez que Code Connect apparaît bien ici dans le panneau de droite. Mais si je vais jouer avec le Playground, vous allez retrouver justement tout le code de Laurent en exemple. Et c'est ça qui est hyper intéressant aussi, c'est que maintenant, je vais pouvoir, si je le souhaite, aller tester en direct mon wording. Je vais pouvoir, si je le souhaite, aller jouer avec les différentes propriétés. Et tout ça, maintenant, est connecté dans la codebase de Laurent. Donc, c'est un gain de temps inimaginable maintenant qu'on a fait ce travail-là, puisque la maintenance, on sera grandement facilité et on rentre surtout dans un système qui est hyper scalable. Oui. Vu qu'on s'entende entre designers et développeurs, et la réflexion que tu m'as faite sur le type est effectivement très intéressante. Si vous ne le savez pas, effectivement, c'est des wordings qu'on va pas trop utiliser côté front. Nous, designers, on y a le droit. Si vous voyez que le mapping, justement, est bien fait avec les devs. Donc, encore une fois, Code Connect, c'est vraiment une feature, on va dire, qui est collaborative et on n'insistera jamais assez sur ce point-là, même si bien sûr une grosse partie du boulot se passe chez les devs, l'apport des designers et la compréhension est vraiment indispensable pour que vous puissiez tirer le meilleur parti de cette fonctionnalité. Carrément. Et tu vois ici, si on zoome vraiment, on peut reparler du type. Toi, tu as bien un type primary. Si tu le passes à secondary, on voit bien que chez moi, ça se transforme en variante secondary. Et donc, finalement, l'histoire, c'est quoi? C'est qu'on va avoir des centaines de développeurs dans notre entreprise. On a une fausse entreprise, bien sûr, dans l'exemple, mais admettons, on publie cette librairie. Admettons, c'est notre design system. On publie le bouton. À l'époque, plein de gens reçoivent des maquettes avec des boutons dans plein de variantes différentes, plein de sizes différentes. Qu'est-ce qui se passait? On avait l'inspect. Qu'est-ce qui nous disait l'inspect? Le code en CSS du bouton, ou le code en SwiftUI, ou le code en Compose. Et c'est dommage parce que l'équipe Design System a fait un bouton en React et dans d'autres technologies potentiellement. Et finalement, ça ne le mettait pas en avant. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on met en avant en premier? Du coup, c'est le Design System, en fait. Et donc, c'est vraiment un accélérateur pour la consommation du Design System. Ça sert à rien de réinventer la roue. Voilà. En fait, tout existe et tout est fait pour maintenir ce qu'on appelle une single source
of truth, une seule source de vérité. Et c'est exactement ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui avec Code Connect. Donc merci Laurent encore une fois pour toutes ces explications, c'était clair et limpide et j'espère que pour vous, les designers aussi, ça l'est. J'espère. Et donc maintenant, allons retourner voir le fichier de Jake, Simple Design System, peut-être que ça sera un petit peu plus clair, mais regardez, si je clique donc sur Page Product, qui est, on va dire, le composant qui serait au niveau du template de la page, si je devais utiliser un vocabulaire atomique, effectivement, comme me l'a dit Laurent, on voit bien import, flex, place item, section, from layout, image, accordéon. Et tous ces composants, en fait, sont les composants, effectivement, qu'on va retrouver ici. Donc, si je veux aller chercher mon bouton, comme je vous l'ai montré, voilà, button on press, variant primary, ici le texte. Et tout ça, c'est exactement ce que nous a montré Laurent. Et un seul import, tu vois. Voilà, et un seul import ici. C'est top. Si je venais reprendre le bloc price, pareil, de la même façon, ici, rien que sur le texte, je vois toutes les spécificités. Donc, voilà, on fait le travail une fois et ensuite, comme l'a dit Laurent, c'est plus la peine d'aller chercher le CSS, de s'embêter à inspecter. Vous avez tout qui est sur React et une fois que vous avez fait ce travail-là, qui peut être un petit peu long, mais il en vaut vraiment la peine puisque le gain de temps et de productivité derrière est absolument incroyable. Merci en tout cas infiniment Laurent de m'avoir rejoint une nouvelle fois pour cette vidéo Figma. Avec plaisir. Merci aux équipes de Figma qui nous accueillent d'ailleurs pour le deuxième épisode. Voilà, c'était très important pour nous de vous présenter cette feature, de vous présenter encore une fois cette façon de travailler qui devient de plus en plus prégnante dans nos métiers et dont l'adoption aussi est de plus en plus forte. Ça demande bien sûr d'aller mettre un petit peu les mains dans le code côté designer, mais vous voyez qu'il n'y a rien de bien méchant au final. Ou côté développeur. Ou côté développeur. Voilà, c'est le moment du coup d'en discuter et de voir ce que vous pouvez faire ensemble pour ça. Quoi. Voilà, mais encore un bon exemple de lien entre le design et le dev. Clairement. Merci infiniment Laurent. Est-ce que je te laisse le mot de la fin ? Le mot de la fin, écoutez, moi je serais curieux de savoir votre avis en commentaire, voilà, de nous dire. Et puis si vous avez des questions, on est complètement dispo pour y répondre. Et mon petit mot de la fin, c'est peut-être un peu une ouverture d'esprit un petit peu sur le workflow. Je me dis que on a souvent été habitués, même nous dans le code, à écrire nos tests avant. Quand on fait des fonctions, on préfère le mouvement TDD, Test Driven Development. Est beaucoup venu pour dire écris ton test par exemple sur une fonction somme, écris déjà un test qui dit que 1 plus 2 ça doit retourner 3 avant d'écrire la fonction et après ça passe au vert, c'est une bonne pratique. Là finalement je suis en train de me dire que dans la conception de librairie, pourquoi pas écrire aussi le code connect avant en fait, c'est-à-dire que quand une équipe design system ou une équipe qui maintient un UI-kit se dit on va se lancer sur un composant drawer, mettons-nous d'accord avant sur ces spécificités au niveau jargon ou au niveau composant. Pourquoi pas le faire directement avant, même s'il ne va pas fonctionner forcément puisqu'on n'aura pas eu l'URL dans Figma, etc. Mais on aura déjà fait une base qui fait qu'après, ce sera peut-être moins difficile à le faire a posteriori et on se sera mis d'accord avant. Vraiment, je me dis que ça y est, potentiellement dans un design system, ça peut être maintenant la première étape. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Merci Romain, merci Figma. Et puis, à la prochaine. Salut. Ciao.